Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à cette webconférence. Je suis Natacha Windiam Kentrebego, modératrice et communicatrice de profil. Ce soir, j'ai le plaisir de modérer cette webconférence afin d'assurer le bon déroulement des échanges. Bien avant toute chose, je vais demander aux uns et aux autres de couper leur caméra et aussi leur micro afin de favoriser une bonne interaction. J'ose espérer que vous m'entendez très bien et si cela c'est le cas, je vous prie juste de réagir avec les réactions que vous avez, soit par le pouce ou en ouvrant votre micro pour dire un mot. Monsieur Boris Wangrawa, pouvez-vous s'il vous plaît couper votre caméra? Le thème qui nous réunit ce soir est un sujet qui nous concerne tous, particulièrement dans un contexte où le marché de l'emploi devient de plus en plus exigeant et compétitif. Alors ce soir, nous allons réfléchir ensemble sur comment réussir son insertion professionnelle après les diplômes ou dès les études, et cela par quatre changements décisifs pour construire une autonomie d'insertion durable dès 2026. Ce thème nous rappelle en réalité que le diplôme est un point de départ et non pas une garantie. Le monde professionnel évolue vite et ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter, anticiper et agir tôt. Ce soir, nous allons non seulement parler d'emploi, mesdames et messieurs, mais aussi parler de posture, de choix stratégiques et de changements concrets que chacun pourra mettre en œuvre, qu'on soit encore sur les bancs de l'université ou diplômé. Mais bien avant toute chose, permettez-moi de planter les décors de cette webconférence, d'où nous aurons une brève introduction, des règles à suivre, une présentation du thème et du présentateur, et nous allons maintenant aborder par la suite une présentation à proprement dit, et s'en suivra des questions-réponses, commentaires, où nous allons terminer par une conclusion et un appel à action. Pour les règles à respecter lors de cette webconférence, tout d'abord, c'est garder son micro coupé et sa caméra fermée pour permettre une bonne interaction. Ou lorsque nous prenons la parole, c'est ouvrir son micro et sa caméra pour prendre la parole. Et lorsque nous posons une question ou nous voulons faire un commentaire, il est invité à ce que nous levons la main de façon polie ou que nous écrivons dans le chat notre question. Alors, j'invite chacun de nous à être respectueux et courtois. Pour me guider dans cette réflexion, nous avons ce soir le privilège d'avoir avec nous un monsieur, une personne spéciale qui combine expérience, proximité avec les jeunes et compréhension des réalités actuelles de l'insertion professionnelle. Il est celui-là qui va nous présenter quatre changements décisifs qui s'intitulent comme suit. Comprendre la réalité du marché de l'emploi, se repositionner comme auteur de son insertion, transformer l'échec en levier stratégique, s'inscrire dans un parcours structuré d'autonomie d'insertion. Toutefois, mesdames et messieurs, allons à la découverte de notre présentateur. Qui est le présentateur du jour? Consultant en création d'emplois, formateur, entrepreneur social et expert des questions d'employabilité, M. Nyofu Nyampa est le concepteur du programme Agir,
accompagnement global à l'insertion rapide, et l'auteur du SAC IPR, système accéléré d'acquisition de capacités d'insertion, de productivité et de reconservation. Monsieur Nofuniampa a un parcours professionnel remarquable et ambitieux, de par des postes de responsabilité qu'il a occupés dans la fonction publique et d'autre part son positionnement stable à la création d'emplois et à l'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle et entrepreneuriale. Doctorant en business d'administration avec des travaux portant sur le modèle innovant d'employabilité, M. Nufoniampa, autrefois connu au titre de chevalier de l'ordre du mérite, est aujourd'hui reconnu en grade d'officier de l'ordre des mérites. M. Nufoniampa est par ailleurs le président d'honneur de la PECD, Association des bureaux d'études et conseils en développement. Il est le président de l'Âge et des experts de l'APEN, Agence de promotion de l'expertise nationale. Et il est un membre actif du CES, Comité d'orientation stratégique, et de l'ADES Nord, Association de développement économique et social. Ce soir, M. Nufuniampa a eu 50 et intéressantes expériences qui lui permettent d'être à l'aise avec nous. Il aura l'occasion donc de revenir sur ses expériences profondément et de nous les éclairer. Mais cependant, mesdames et messieurs, permettez-moi de juste lister en grand point ces expériences qui sont notamment basées sur son enfance. Il nous dira comment il a vécu son enfance et pourquoi son enfance est si importante pour cette cause d'employabilité. Son expérience au poste des domaines et de conservateur des hypothèques, sa démission et son start-up, sa compréhension du marché de l'emploi. Et bien sûr, le cinquième point, c'est 10 ans d'expérience avec le système des leviers des polis. Mesdames et messieurs, ayant ainsi introduit brièvement notre présentateur du jour, permettez-moi maintenant de lui donner la parole pour aller en profondeur avec notre thème du jour qui est réussir son insertion professionnelle après les diplômes ou dès les études, 4 changements décisifs pour construire une autonomie d'insertion durable dès 2026. Je vous prie d'accueillir avec nous ce soir M. Nyofi Nyampa. M. Nyofi, la parole est à vous. Merci beaucoup, Natacha. C'était une belle introduction. Mes félicitations pour avoir bien campé le décor. Euh, je pense que c'est peut-être bon que vous puissiez prendre une minute pour vous présenter avant qu'on ait continué. Non? Je pense que ce serait bien. Je ne crois pas que vous avez pu vous présenter, ou bien je n'ai pas bien suivi. Ben, je l'avais faite brièvement. D'accord. Comme je le disais tantôt, je suis Natacha Wendiam Kendrebego, modératrice et communicatrice de profil. Merci. OK. Très bien. Je pense qu'il faut peut-être ajouter qu'elle nous parle actuellement depuis la Namibie. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous donc à cette conférence qui va, je pense qu'elle a campé le décor, donc on va aller très rapidement. Je voudrais, au nom de l'équipe Impact Plus, vraiment remercier l'ensemble des personnes qui nous font le privilège et l'honneur d'être avec nous. Je vois, il y a beaucoup de personnes, Fatou Toé, Séjouré, Aruna Wedraogo, Marcel Sama, voilà, vous êtes nombreux. Horace Badi est là. Badi, c'est votre nom. M. Konaté, M. Brou, Kadimir Brou, je crois que ça doit être là. Ouh là là. Je voudrais que vous réserviez un accueil particulier à mon distingué professeur et directeur des mémoires, professeur Sami Messi, qui nous fait vraiment l'honneur de rejoindre la conférence. Mes respects, professeur. Et merci sincèrement d'être avec nous ce soir. Bon, je pense que bon, ça vous livre à tout moment de prendre la parole quand vous le souhaitez. C'est mon directeur de mémoire de thèse
qui est avec nous ce soir. Donc, M. Abdul Karim, etc. En tout cas, M. Boris Wandrawa, merci pour M. Dabou, merci pour être présent. Alors, donc, je pense qu'après avoir campé le décor, on va aller assez rapidement, on va pas trop, pardon, excusez-moi, on va pas trop rester sur les, voilà, on va vraiment aller rapidement donc dans le, on a déjà un peu de retard. Alors, donc concrètement, nous allons, sur le plan donc, de la conférence, elle a déjà donné le programme, introduction, et ensuite, donc, rapidement, donc, les changements décisifs que nous devons aujourd'hui avoir si on veut véritablement donc, avancer donc, dans la problématique de notre insertion. On va essayer d'exposer au moins 4 changements décisifs. Alors, au niveau de l'introduction, c'est les précautions à prendre, je pense que ça, c'est déjà fait. Je ne reviens pas sur ça. Le thème de la conférence est rappelé. Maintenant, peut-être le public cible. Peut-être pour les précautions à prendre, je vous suggérerais, si c'est possible, donc aussi donc, de couper les Wi-Fi, hein, si vous en avez. Prendre de l'eau et éventuellement avoir, si c'est possible, donc, de quoi noter. Parce que bon, voilà, c'est une conférence et c'est toujours bon de pouvoir prendre des notes. Alors, donc, le thème de la conférence, voilà, c'est vraiment réussi. Donc, c'est une insertion professionnelle avec après les diplômes ou dès les études. En fait, c'est, voilà, on joue sur les deux tableaux. Que vous avez fini votre diplôme, que vous êtes dans les études. Si vous voulez réussir cette conférence vous concerne. On veut donc parler donc, des 4 changements qui vont donc construire votre autonomie d'insertion durable dès 2026. Voilà, que vous puissiez avoir cette autonomie-là. Public cible. En fait, le public cible, j'aimerais bien dire un mot sur ça, puisque il y a des publics ciblement prioritaires. Donc, c'est les étudiants qui souhaitent anticiper leur insertion, les diplômés sans emploi, les personnes refusant donc l'attente passive, bon, les candidats au concours qui souhaitent donc agir donc éventuellement sans attendre. C'est eux qui sont véritablement donc le public cible. Sauf que avec Agir, on se rend compte que le public cible peut être large. Donc, on peut avoir à ce niveau-là, donc même voilà, que les personnes en besoin de reconversion, donc concernées, des experts qui recherchent donc de nouvelles expertises, ou les acteurs privés en besoin d'opportunités. On va mettre les établissements d'enseignement en quête de nouvelles méthodes d'insertion et les institutions donc d'appui à l'insertion. Tout cet écosystème peut se retrouver dans ce programme que nous sommes en train donc de pouvoir dérouler. Chacun peut avoir voilà, voilà, son exploitation. Donc, sur les objectifs, c'est vraiment, comme on a dit, c'est aider donc à reprendre le contrôle de votre employabilité, donc changer votre manière de regarder l'échec aussi, et surtout montrer qu'il est possible d'agir, même si on a échoué. Et voilà, c'est ça qui est l'objectif donc de cette conférence. Posture adoptée. Bon, je mets sur ce plan-là vraiment, bon, je pense que bon, parler sous le contrôle de mes professeurs, c'est très difficile et très gênant. Mais bon, je parle maintenant pour ceux qui sont comme moi, ceux qui sont là. Alors, la posture vraiment adoptée, c'est très important donc de vous rappeler donc de l'importance donc de votre temps, et donc le concept, ce qu'on va dire donc des 24 heures de temps pour chaque personne. Vous connaissez la règle. Donc, Dieu, dans sa justice, s'il y a un capital qui a été également réparti, c'est le temps. Les 24 heures, ça, c'est donné à tout le monde. Prenez le plus président Trump ou Bill Gates ou bien celui qui est le mendiant qui est dans la rue, chacun a 24 heures. Donc, je voudrais vraiment que vous vous rappeliez que vous êtes là, dans cette posture, que votre temps est très précieux. Et nous le savons très bien. Et je voudrais vraiment vous remercier, vous rassurer que je comprends la valeur que vous accordez à cette conférence en donnant votre temps. Parce que nous savons qu'il est très précieux. Donc, je voudrais vraiment vous demander de vous rappeler de ce temps, de la valeur de ce temps, de l'exploiter au maximum. Qu'est-ce que vous pouvez tirer au maximum de votre temps que vous êtes en train d'investir ici. Pour ce faire, donc, bon, on de garder l'esprit ouvert. Bon, voilà, le micro ouvert, tout ça, bon, je pense qu'on en a déjà parlé avec l'intervention.
la question qui mérite vraiment, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer? C'est ça la véritable question que je vais vous demander vraiment d'avoir. Qu'est-ce que je peux changer, moi, à partir d'aujourd'hui? Alors, donc maintenant, bon, si c'est possible, donc de rester jusqu'à la fin, peut-être qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour. Je ne vais pas rentrer sur ce qu'elle a dit me concernant. Je pense que c'est déjà assez clair. Seulement, peut-être rappeler que, bon, où j'étais, c'était donc ancien receveur des domaines, conservateur des hypothèques. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un peu le notaire de l'État. Ce sont des gens qui validaient un peu les actes, donc des notaires de l'État. Et en même temps, j'étais de ceux qui distribuaient les parcelles. Donc, c'est de ce poste que j'ai donc démissionné pour créer donc un bac plus. Et à partir de là, je suis devenu consultant, formateur et puis éventuellement entrepreneur et coach. Mais c'est une position qui a vraiment permis d'avoir de réaliser beaucoup de missions. Et ça, c'est très intéressant parce que, bon, en tant que bureau d'études, on a réalisé plus de 200 missions d'études de haut niveau, jusqu'en RDC, voilà, l'ABN, tout ça. Des formations, plus de 20 000 jeunes qu'on a formés dans plus de 600 cadres du Burkina dans le développement personnel. Mais j'ai supervisé plus de 10 projets. Et bon, donc, en fait, c'est cette expérience-là qui a permis de dire que, bon, voilà, avec une certaine expérience, il faut voir qu'est-ce qu'on peut créer. C'est ça qui amène donc la réflexion de comment donc on peut aider donc à la possibilité de l'employabilité. À partir de là, donc, il y a eu beaucoup de travaux, dont la vie jeune un emploi, c'est un livre qui est de 350 pages. Le, le programme de trajet global de vie, le programme PASS, le programme AGIR, ce sont des programmes qui ont été créés donc pour accompagner donc la création d'emplois jeunes. Donc, pardon, elle a dit que j'étais président. L'ABCD, j'étais président. Maintenant, j'ai été président d'honneur. Je viens donc des bureaux d'études du Burkina, c'est bon de le préciser. L'agence de promotion de l'expertise nationale, c'est une agence qui regroupe en fait donc les experts agréés. Je suis donc le président de l'Assemblée générale. Et bon, ce matin, j'ai eu l'avantage au niveau de l'État donc d'être fait officier de l'ordre du mérite avec donc un grand commerce. Donc, ce que j'ai actuellement comme reconnaissance au niveau d'État. Bien, passons au paradigme. Changer le paradigme sur l'emploi et l'employabilité. Voilà. Concrètement, il nous faut faire à ce niveau-là un changement décisif. Ce changement que je vous demande d'avoir, c'est vraiment de comprendre le marché de l'emploi. Parce que c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que tout jeune qui cherche l'insertion rentre dans un marché. C'est vrai, on a fait des diplômes, on cherche l'opportunité, mais ce marché, il est tout, comme tout marché, hein, le marché du pétrole, le marché de l'engrais, le marché de l'agriculture, chaque marché a ses caractéristiques. Souvent, ce n'est pas quelque chose qui est totalement connu. Je voudrais donc donner quelques éléments donc, sur ce marché-là ce soir. Bon, donc, c'est un marché qui a ses caractéristiques. Et je voudrais, parmi ces caractéristiques qui sont très, très nombreuses là, on va essayer de voir quels sont les besoins du marché. Donc, à ce niveau, donc, on peut accepter l'idée que le marché de l'emploi a un problème donc, structurel parce qu'il y a une faiblesse de création d'emplois qui n'arrive pas à couvrir les besoins. Ça, c'est très important de comprendre. Et ce n'est pas seulement au niveau d'un pays, hein, c'est au niveau de toute l'Afrique et du monde. Il y a une situation donc structurelle entre le besoin et l'offre d'emploi. Alors, sur ce plan dans l'étude donc, des besoins, il faut dire que depuis 2015, bon, la BAD a estimé que l'Afrique avait besoin de entre 10 et 12 millions d'emplois par an. Et sa capacité de production était de 3 millions 100 000. Le besoin est là, mais les capacités de production sont faibles. Et c'est important pour tous ceux qui sont dans un processus donc, de demande donc, d'emploi de, de réaliser cette situation donc, structurelle. Maintenant, bon, en 2019, ce besoin est passé à 20 millions 400 000 pour maintenir le niveau du chômage. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, au plan mondial, là, le besoin est encore plus, on va dire, marqué, plus assez clair aussi. Ça, c'est un chiffre donc d'avril
2025, toujours de la BAD, qui dit que le besoin serait donc de 1,2 milliard pour les 10 ans à venir, avec une capacité donc de création de 420 millions. Ça veut dire que le monde a un gap, le gap mondial de besoins d'emploi de 780 millions pour les 10 ans. Donc, pour les 10 ans, on doit trouver des systèmes qui soient capables de créer donc en réalité cet emploi-là, combler ce gap-là, pour qu'il n'y ait pas de tension d'emploi. Voilà ce que la BAD est en train de nous dire. Et on va plus loin, puisque les mêmes études toujours de la BAD a dit qu'en 2050, le continent africain va compter 3 milliards de personnes. L'Afrique va doubler sa capacité actuelle. Et 50% seraient des jeunes, donc de moins de 25 ans. Bon. Aujourd'hui, avec notre situation qu'on n'arrive pas à combler, imaginez 2050, avec donc cette explosion donc, de jeunes. Si on n'a pas de solution, on est vraiment parti pour avoir ce qu'on appelle donc vraiment l'explosion de la bombe sociale du chômage. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et j'aime dire aux jeunes, c'est vrai que si on regarde tous ceux qui ont aujourd'hui, les jeunes, hein, tous ceux qui ont donc 25 ans, en 2050, vous aurez quel âge là? Vous aurez à peu près donc 50 ans, 45, 50, 55, 55 ans. Donc c'est vous qui serez aux affaires. Et si on ne trouve pas de solution actuellement, quand vous serez aux affaires là, ça va chauffer. Parce que vraiment, l'explosion sera réelle. Vous n'aurez pas le choix. Donc il est important de trouver des solutions donc, aujourd'hui pour éviter donc l'explosion donc, de 2050. Bon, au niveau du Burkina, il y a vraiment des chiffres aussi qui sont très clairs, hein, puisque on estime qu'après chaque année, près de 300 000 jeunes qui arrivent donc, sur le marché de l'emploi. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont donc engagés dans la question de sécurité, hein, vraiment, qui se battent parce que, bon, quelque part, certainement, le manque d'emploi aussi y contribue. Pour qu'on soit réaliste. Et les candidats au concours, la comme on va le voir aussi, dénotent très clairement qu'il y a un véritable problème d'emploi. Je pense que les chiffres sont assez éloquents à ce niveau, quoi. Donc, c'est vraiment une question donc, difficile donc, pour plusieurs pays, pour l'Afrique et pour le monde entier, la question de l'emploi. Et il est important que chaque jeune, aujourd'hui, véritablement comprenne ça et ne croit pas qu'on peut résoudre le problème de l'emploi forcément à sa place. Il faut qu'il sente qu'il a une responsabilité de lui-même, de trouver son emploi, et de ne pas compter uniquement que sur des concours. C'est ça que je voulais dire sur le premier point, donc, de changement décisif, là. Donc, changer de paradigme sur l'emploi et l'employabilité, comprendre donc qu'il n'y a pas assez d'emplois et que quelque part, chacun doit être aussi responsable de la création de son. Il faut vraiment que cette question de changement-là soit actée si on veut avoir des résultats. Et le changement suivant, toujours donc dans le changement, c'est le changement de posture vers l'insertion. Bon, ça, c'est très intéressant parce que, en général, quand on est dans le marché de l'insertion, on est en train de chercher des opportunités. C'est ça la règle. Chercher des concours, on cherche où il y a des embauches, etc., etc. Mais dans le marché de l'insertion, au lieu de prendre, donc, de chercher un produit à acheter, à chercher un produit pour apprendre un produit, une opportunité à prendre, il faut peut-être se considérer soi-même comme un produit d'insertion. Changer de posture et donc se voir comme un propre produit qu'on va acheter. Et en ce moment-là, vous vous mettez en valeur pour que l'insertion, donc, vous achète. C'est pas vous ne partez pas à la conquête donc, du marché, vous mettez un produit donc en valeur, en vitrine, pour que le marché vous achète.
Ça, c'est une posture qui serait bon que les jeunes acceptent et comprennent. Et à ce niveau-là, donc, il y a vraiment des valeurs d'employabilité qui sont là, qui sont très claires. Il y a l'éducation et la formation, l'environnement familial et social, le contexte donc économique, les opportunités existantes, tout ça c'est vrai. Mais il y a surtout la personne elle-même. Comment la personne va développer donc ses propres compétences, sa posture, ses capacités d'adaptation, ses capacités d'action, ses capacités morales, ses capacités de faire la différence. Ça, ce sont des éléments clés d'employabilité que chacun doit euh, développer et effectivement donc amener donc les gens à acheter ces éléments-là. Alors, sur le plan de capacité là, j'aimerais ici dire un mot par rapport donc à la jeunesse. C'est vraiment quand on est jeune qu'on peut développer des capacités, en tout cas qui peuvent aller au-delà de l'emploi là, des capacités entrepreneuriales. C'est maintenant, pendant la jeunesse. Parce que si on rate la jeunesse, ça serait difficile. C'est possible, mais c'est plus difficile. Et créer des capacités d'entrepreneuriat, c'est vraiment accepter, se donner des lignes de vie où vous ne suivez pas les autres. C'est-à-dire de ça. Vous ne suivez pas. Vous avez votre ligne de conduite. Et celui qui veut, il vous rejoint, mais vous refusez de rejoindre les autres. C'est ça qui est véritablement donc la base de tout ce qui veut devenir des entrepreneurs. Moi, j'ai essayé de donner même un exemple personnel hein, qui était assez intéressant. Moment bon, voilà, vous avez des gens qui sont dans la cigarette, qui veulent boire, qui sont dans tout ce qui touche donc la question de chasteté, ou bien qui sont dans les cercles de critique. Si vous rentrez dans ça, dans les questions d'addiction, quelque chose, vous arrivez donc à être addictif à quelque chose, que ce soit la cigarette, l'alcool, les critiques, etc. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes parce qu'il faut vraiment pouvoir quitter tout ça. Il y a beaucoup d'éléments sur ma jeunesse que j'essaie d'organiser pour que ça puisse aider. Je vais peut-être raconter une petite histoire quand j'étais à l'université. On avait des mouvements étudiants. À l'époque, là, il y avait deux mouvements qui s'opposaient. Ils faisaient la démarcation physique. Cette démarcation physique leur disait que si vous êtes avec un groupe, vous pouvez être avec l'autre groupe. Moi, de par ma croyance religieuse, je ne pouvais pas parce que j'étais vraiment, je prenais l'unité. J'étais donc dans la question de l'unité. Et euh, j'ai dit très clairement que votre système ne me convient pas. Je ne vais pas être séparé. Donc, quand ces gens-là, j'organise, je suis là-bas. Quand les autres organisent, je suis là-bas. Donc, ils ont commencé à, je dis, je ne bouge pas. Donc, c'était comme ça. Donc, j'avais ma ligne et je vais suivre cette ligne-là. Moi, je ne suis pas votre ligne. C'était comme ça un peu le système. Donc, je pense que tous les entrepreneurs jeunes, si vous n'arrivez pas à faire la démarcation, à faire des différences, ça serait difficile. Parce que c'est ça qui va faire de vous des gens qui peuvent, donc, même si les gens vous disent de ne pas faire, vous faites. Donc, je voulais vraiment insister sur ça, sur ce changement donc, de posture donc, pour votre insertion. C'est ça qui va donc développer votre capacité d'employabilité. Alors, allons vite parce que, voilà. Bon, donc maintenant, bon, il y a des questions, on ne va pas trop déléguer ça, on ne peut pas trop discuter ça. Est-ce qu'il faut déléguer tout ça à l'État ou pas? Là, c'est très clair, hein. L'État, nous le disons, l'État a son rôle, les politiques publiques aussi sont indispensables. Bon, les concours ont leur utilité, mais il ne faut pas, comme beaucoup de gens le font, confier leur avenir donc à une seule voie. C'est risqué. Il y en a qui font des concours, si les concours, ça n'a pas marché, ils se préparent déjà, sont déjà dans la préparation pour l'année suivante, etc. On peut préparer les concours, mais c'est vraiment important donc de préparer autre chose que les concours. Alors, maintenant sur concrètement, est-ce qu'il faut changer de paradigme donc envers l'employabilité ou pas? Si on ne change pas, le système actuel où le niveau de
niveau de manque d'emploi, donc le déficit en train de s'aggraver là, va continuer. Parce que le problème, c'est vraiment ce manque de changement de paradigme. Tant que on ne va pas estimer que je suis le premier responsable de mon employabilité, euh, on risque véritablement de continuer à développer des déficits. Parce que personne ne peut créer assez d'emplois sans plus que la personne elle-même. Donc, il faut que chacun se sente donc responsable de la création donc, de son emploi. Sinon, bon, on va faire quoi? Les attentes prolongées, les frustrations, les découragements, les pertes de confiance, etc., etc. Alors, maintenant, donc, quelque part, donc, il nous faut ce nouveau paradigme donc de l'employabilité, donc une responsabilité partagée. Responsabilité institutionnelle, responsabilité collective, responsabilité personnelle, responsabilité éducative, etc. Donc, c'est ça qu'il faut construire donc progressivement dans son employabilité. C'est ce changement de paradigme-là que nous donc pour le changement donc, euh, niveau 1. Donc, tant que ce paradigme ne change pas, le même comportement, donc produiront les mêmes effets. Donc, c'est passer à l'action, de la dépendance donc à la responsabilité, de l'incertitude suivie à l'employabilité construite. Voilà un peu le premier changement décisif que je voulais partager avec vous, euh, qui n'a pas pu vraiment aller au fond. Mais l'idée étant que il est important que change de vision donc, de l'emploi. Il n'y en a pas assez et nous-mêmes, nous devons être un produit de notre propre employabilité. Voilà. C'est ça, c'est le premier paradigme. Deuxième, repositionner comme acteur de son insertion, c'est un peu vraiment pour ici là parler un peu donc de tout ce qui est lié vraiment à la question donc de l'échec là. Euh, parce que il faut changer la perception de l'échec. Effectivement, euh, si vous regardez donc les échecs au concours, c'est quelque chose qui peut décourager. Mais comme nous allons le voir, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Il faut l'avoir, il faut le voir comme ça. De la même chose, les échecs dans la vie, ça décourage. Mais il faut aussi plutôt changer de paradigme et voir l'échec comme un pont de développement. Et c'est un paradigme vraiment qu'il faut avoir, surtout particulièrement euh, pour on va dire, donc, les jeunes qui, dans des systèmes scolaires, parce que je parle sous le contrôle de mon distingué professeur, c'est que quand même, comme on va le voir, le système scolaire décourage l'échec. L'échec est sanctionné négativement. Or, dans la vie réelle, ce qui est vrai, c'est que l'échec construit la vie. Donc, ça fait que, bon, il faut peut-être que euh, on essaie de concilier maintenant la vie réelle euh, et l'échec dans le processus d'insertion aujourd'hui. Donc, bon, comme je disais, dans le système éducatif et sociaux, bon, l'échec est véritablement, c'est la logique qui est valorisée, hein, l'échec est stigmatisé. Et ça va, c'est pas seulement dans le système scolaire, hein, à tous les niveaux, même vous voyez le système administratif. Vous pouvez travailler véritablement avec beaucoup de valeurs. Ça ne sera pas autant vu que si vous faites des erreurs. Ah oui, oui, oui. Si vous faites l'erreur, là, ça passe pas du tout. Mais si vous êtes avec des valeurs, c'est normal. Donc, c'est quand même que nous sommes dans une société où l'échec est vraiment stigmatisé et est vécu donc parfois comme une honte, les échecs. En synchronisation avec l'OMIM, Ce les qu'on travaux du veut, deuxième sommet de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ça c'est un AES. peu le problème. Excusez-moi, je vais, je vais
Bon, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert là. Est-ce qu'on peut demander de... Je vais demander, je vais donner... donne-moi une minute, je vais nommer quelqu'un pour qu'il puisse gérer ça. Je suis là, au fait, je suis Ok, là, je d'accord. vais gérer. Tu peux me gérer ça, s'il te plaît? Merci beaucoup. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, donc, je disais que donc, par rapport donc, à le deuxième changement, donc, c'est vraiment d'avoir une autre lecture de l'échec. Et à ce niveau-là, c'est, comme je disais tantôt, c'est de considérer l'échec comme un levier, pas comme quelque chose sur lequel il faut avoir honte. Bon, peut-être ici, pour des partages d'expérience, là, je crois que je voudrais dire quelques éléments, ce qui me concerne, parce que j'aime dire, j'ai une chance. J'ai une chance parce que j'ai toujours été au milieu des choses. Je n'ai jamais été, voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Toujours quelqu'un qui est au milieu. Donc, je comprends ceux qui sont grands et je comprends ceux qui sont aussi en petit. Je suis vraiment au milieu, quoi, en tout. Que ce soit en taille, en physique, en intelligence, en tout. Faut que j'ai vraiment cette chance-là d'être un peu. Alors, maintenant, en ce qui concerne personnellement, ce que j'ai eu comme avantage, c'est d'avoir eu des échecs dans ma vie. Et ces échecs-là m'ont forgé, m'ont été très utiles. Et je vais donner quelques exemples. Peut-être que ça doit aider chacun à construire un peu aussi ce qu'il a eu comme échec dans sa vie, pour voir s'il y a eu. Mais s'il y a eu, c'est pas mal. S'il n'y a pas eu, ça veut dire que, bon, vous avez un problème, parce que le jour où vous avez des échecs, vous allez souffrir, quoi. Nous, on a déjà souffert de nos échecs. Bon, bon, c'est pas un échec, mais quand vous avez un papa sur qui vous comptez, vraiment qui est votre tout, que vous le perdez à 14 ans, vous sentez la terre se développer sur vos pieds, quoi, parce que vous voyez que, bon, voilà, vous avez désormais une difficulté à gérer. C'est pas comme un échec, mais c'est comme si vous avez donc un poids que vous devez porter désormais. Moi, j'ai eu ça. J'ai perdu mon papa, mon père à 14 ans. J'ai suivi ce poids d'échec-là, d'un papa, de père. Donc, j'ai géré ça. C'est ça qui est vraiment, voilà, c'est intéressant parce que ça vous donne une situation donc d'échec. Bon, ça, c'est le premier échec que j'ai eu à gérer. Deuxième échec, j'ai tous les cycles du primaire, post-primaire, secondaire, université, j'ai redoublé systématiquement. Donc, quand vous redoublez, une première redoublage, c'est très douloureux. Deuxième, vous commencez à accepter. Troisième, c'est normal. Bon, donc, voilà, j'ai eu ces redoublements-là m'ont vraiment permis d'accepter que l'échec n'est pas la fin du monde. Parce que je redoublais, mais je rebondissais. Parce que je faisais tout pour ne pas perdre la bourse. Je ne redoublais pas deux fois un cycle. Non, non, ça c'est quand ça, je m'interdisais ça. Donc, à chaque redoublement, je rebondis. Mais l'avantage, c'est que ça vous crée un état d'esprit que vous n'avez pas peur de l'échec. Voilà. Donc, j'ai pu développer ça aussi. Bon, deuxième élément que j'ai eu comme échec encore, j'ai déposé en réalité depuis 87, non, 87, une demande de démission de la fonction publique. Je suis rentré en 80. Je pense vraiment que je sentais coincé, je voulais aller ailleurs. Mais on m'a refusé ma demande donc, en 88. C'était comme si j'avais fait un échec. Mais immédiatement, vous voyez, j'étais à Koudou, on m'a envoyé après dans une autre ville, Bobo Dioulasso. Et c'est dans cette ville que j'ai connu le problème de l'emploi, qui aujourd'hui est devenu un peu une mission de ma vie. Bon, si j'avais démissionné, je n'allais pas connaître ça. Bon, donc, quelque part, cet échec-là a été très, très bénéfique pour moi.
Pour le papa, j'ai dû comprendre que je devais me prendre sur la charge. C'est ce qui s'est passé. Pour les redoublements, j'ai accepté l'idée que échouer n'est pas la fin du monde, c'est normal d'échouer. Et pour la démission, bon, j'ai vu que le fait d'avoir refusé, d'avoir échoué donc dans ma demande là, a été très positif. La vérité, c'est que donc la démission, donc, euh, enfin, disons d'une manière générale, les échecs ont été positifs pour moi. C'est la même chose quand à un moment j'ai commencé à m'occuper du système de la création d'emplois, hein, plus de 10 ans de recherche, action, je me suis concentré sur ça. Ça a mis du poids sur le bureau Impact Plus, qui avait quand même, bon, voilà, on était pas 70 employés ici, hein, sur plus de 10 ans. Bon, mais j'ai dû laisser tomber tout ça pour créer, mener la réflexion donc, de façon approfondie pour trouver le système donc, de poulies au secours de l'emploi là, qui était vraiment bon. Le professeur Samy, certainement, pour c'est de gros travaux, hein, de gros travaux pour faire ce système, ce modèle-là. Bon, donc, il a fallu que je puisse me détacher d'un pas plus en tant que bureau, puisque je ne pouvais pas créer du travail. Mais avec ce système, normalement, si c'est vraiment bien fait, c'est un système qui doit donner du travail à plusieurs personnes. Mais il a fallu donc que, voilà, on échoue un peu aussi avec un bac plus. Donc voilà un peu, en ce qui me concerne, là, je vous le raconte parce que chacun de nous tous, nous vivons ça. Il faut voir ces échecs-là comme étant des leviers. Et aujourd'hui, donc, au niveau de l'insertion, il ne faut pas avoir peur d'essayer, d'essayer des choses. Il faut vraiment essayer de se mettre en tête qu'il faut essayer. Échouer n'est pas un problème. Ce n'est pas essayer là le problème. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce qui échoue aux examens. C'est pas grave. Si vous voulez tenter une entreprise, tenter une autre entreprise, allez-y. Et ne pensez surtout pas que échouer est un problème. Échouer, au contraire, est un levier. C'est ce changement de paradigme-là que je voulais, disons, demander d'avoir à ce niveau donc, des échecs-là. Et donc, vous dites, donc, voilà, que les échecs, là, vraiment, c'est apprendre à rebondir, assumer sa responsabilité, ne plus avoir peur de l'échec, continuer une trajectoire solide. Donc l'échec peut discipliner et orienter. On change totalement maintenant de posture, de vision sur l'échec. Il ne faut pas en faire un problème de honte, un problème. Non. Si vous échouez, les gens vont vous regarder, dites-vous que c'est cet échec-là qui va vous construire. Regarde les autres là, on boucle, on ferme cette porte-là, et puis on avance. C'est ça que je voulais vous demander d'avoir comme deuxième changement décisif. Et insister surtout pour le concours là. Donc, c'est toi qui vous voyez les chiffres ici. Bon, en tout cas, pour cette année-là, au Burkina, il y a eu, ça c'est des chiffres réels hein, donnés par le ministère de la fonction publique, il y a eu 397 083 candidats réels, ce n'est pas le nombre de dossiers. Le nombre de dossiers là, ça c'était 2 millions et quelques. 2 millions 400. Je ne parle pas du nombre de dossiers, je parle de candidats réels. Chacun a déposé plusieurs. Il ne faut pas calculer les choses en nombre de dossiers, parce que chaque candidat dépose plusieurs dossiers. Mais le nombre de candidats, c'est 397 000, à peu près donc 400 000, sur 7 000 postes, 7 056 postes. Donc le taux malheureusement de succès est 1,77%. C'est ça la réalité. Donc si quelqu'un échoue dans ça, il ne faut pas que la personne se passe des problèmes. C'est normal. Ce n'est pas un problème. C'est tout à fait logique. Maintenant, le problème, c'est que si les choses sont comme ça, et vous dites que c'est dans ça là que vous allez trouver votre travail, c'est possible. Beaucoup vont le trouver. C'est 7 000 qui vont le trouver, c'est bien. Mais c'est 7 000 sur 400. C'est comme la Lonabé. Donc, il faut pouvoir, tout en faisant les concours, c'est ce qu'on demande, faire autre chose à côté pour pouvoir donc essayer d'avoir voilà, d'autres chances. D'autres chances. Alors, donc, c'est ça que je voulais donc, comme clarification donc, essentielle, donc dire que les échecs là, ce n'est pas vraiment que tous les coups. Il ne faut pas voir ça comme une faute. Ce n'est pas un manque de valeur. Ce n'est pas une incapacité. C'est souvent donc le résultat d'un système qui a ce contraire. C'est vraiment le système. Ce n'est pas votre faute. C'est la décision. Soit de quelqu'un
soient mal à l'aise, les gens vous jugent. Non, c'est de tomber de votre concours et puis tu trouves que si vous avez échoué ici, ce n'est pas un problème. Parce que, bien sûr, le système est difficile à votre groupe. Voilà. C'est ça que je voulais demander d'avoir encore comme élément de mesure et de changement, en tout cas ce qui concerne l'insertion. Je profite de dire un mot sur la vie en général. Parce qu'au-delà de l'insertion, bon, peut-être de la vie en général, donc au niveau de l'insertion, les échecs peuvent aussi, moi ce que j'ai donné tout de suite là, c'est dans la vie en général. Mais au niveau des concours aussi, les échecs peuvent avoir des avantages. Bon, je donnais qu'à mon propre cas encore ici. Moi, quand j'étais après le BPC, j'ai fait le concours donc, des enseignants du primaire, j'ai admis à l'écrit. À l'oral, j'ai échoué. J'ai choqué. Bon, j'étais orphelin, hein. Donc voilà, je disais qu'il faut que je sorte pour soutenir la famille, n'est-ce pas? Bon, alors, mais à l'oral, j'ai échoué. Quand j'ai commencé la seconde, donc, j'étais donc dans le processus donc, du bac là, une idée forte m'est venue. J'ai dit, écoute, bon, voilà, à partir de maintenant, là, comme tu as échoué là, peut-être c'est ta chance, tu continues, fais tout pour aller sur la maîtrise. Je sais que c'est possible. Bon, donc, l'échec là a été vécu, salué comme une chance donc, qui va me permettre de continuer. Ça, c'était par rapport à l'enseignement. Quand j'ai fini la maîtrise, j'ai aussi fait le concours de l'ENAM. Là aussi, j'ai échoué, toujours à l'oral. Bon. En réalité, ce n'était pas mon élément, l'administration tout centrale, tout ça là. Quand j'ai échoué, ça m'a donné encore une chance euh, d'aller là où j'aimais plus. Et donc, je me suis retrouvé vraiment donc, dans le système, donc, dans le domaine avec donc, conservateur des hypothèques, qui est très bien comme poste, parce que j'ai vraiment pu rendre un service énorme à plusieurs personnes à ce poste. Et c'est là-bas que j'ai découvert aussi le problème de l'emploi, voilà, sur lequel je travaille. Bon, l'autre échec qui est assez intéressant, c'est l'échec donc aussi de mon inscription au troisième cycle. Ça, c'est une intéressant. Quand je faisais le troisième cycle, bon, pardon, non, je faisais ma maîtrise, c'était en 80. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de doublés. Bon. Mais on a dit pour avoir la bourse du troisième cycle, il fallait avoir une bonne moyenne et puis avoir 27 ans. Bon. Moi, j'avais quand même une mention, hein, de moyenne. Mais je me suis retrouvé la même année, ils ont ramené la date de 27 à 26. Donc, tu n'avais pas de bourse. Bon, j'étais frustré parce que j'avais déjà mon inscription tout, hein. Je voulais partir, j'étais de la Poitiers, j'étais déjà inscrit tout. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé sans troisième cycle. J'étais frustré, j'étais triste. Mais par la suite, avec tout ce qui s'est passé, je suis entré aujourd'hui sous vraiment la haute direction du professeur Sami et de par exemple, des professionnels du Tunis, en train de faire un doctorat professionnel, de un MBA, Business Administration, bâti sur une expérience. Et ça, je pense modestement que je suis plus heureux euh, de faire un tel doctorat qu'un doctorat que j'allais faire immédiatement après en maîtrise. Parce que là, j'ai fait un doctorat sur une expérience vécue. Donc, quelque part, cet échec-là a eu beaucoup de chance. J'ai tellement de chance n'avoir pas eu cette, disons, cette bourse-là, qui est donc diminuée. Là. Et ça aussi est arrivé parce que dès l'école primaire, on m'a ajouté un an pour que je puisse aller à l'école. Si on n'a pas ajouté, j'allais avoir la bourse. Ça aussi, ça. Donc, ça fait que, bon, vraiment, en ce qui me concerne, je veux dire que si j'analyse, peut-être reposer mes échecs, ce sont des échecs qui ont été utiles, qui m'ont donné beaucoup de levier. Et si c'est possible que vous puissiez examiner aux différents échecs, au lieu de les voir, ce qui a été un peu négatif, ce qui a été levier, ça serait une bonne chose. Parce que ça va aider à changer de vision de l'échec. C'est vrai que l'école
malheureusement donné, puisque l'école, c'est l'échec, comme je dis, n'est pas sanctionné. Or, dans la vie, l'échec peut être un levier. C'est ça que je souhaitais partager avec vous, donc, en termes de changement décisif. Bon, donc, voilà, on ne va pas rester encore sur ça. Je suppose que voilà, vous avez de quoi je veux parler. Donc, on passe maintenant au changement 3, qui est de transformer l'échec donc, en levier donc, stratégique, là. Et on est en train d'en parler tantôt. Et sur ce plan-là, peut-être, voilà, raconter un peu euh, comment un processus de difficulté qui a eu à construire des solutions. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer que bon, des possibilités, donc de difficultés, par des difficultés, vous construisez vos missions de vie. Parce que ça aussi, ça fait partie des éléments importants qu'il faut avoir. Alors, donc, en ce qui concerne donc l'histoire, pour un peu revenir sur un peu l'histoire de la trajectoire de Taji, tout a commencé en réalité donc en 1990. À l'époque, je gérais un programme d'utilisation des parcelles et j'ai été confronté à, on va dire, donc, une réalité donc, de manque. Il y a eu dans les recrutements des situations où tout de suite il y a eu vraiment des comportements qui indiquaient que les gens étaient pour l'emploi, ils étaient prêts à tout. Et quelque part, là est né un, un concept que, bon, voilà, quelque part, là, il faut qu'on travaille à créer de l'emploi. Donc, c'est vraiment une intuition, une peur profonde qu'il y aura un manque d'emploi dans le futur et une intuition qu'il faut créer des emplois. C'est ce qui s'est passé avec donc, cette expérience qui a été aussi donc, qui a été dû à un échec. Quoi. Il y a quelqu'un qui n'avait pas eu, en réalité, n'avait pas été recruté, qui était donc dans les, voilà, tout ce qui touchait donc les compromissions pour être recruté. Donc, c'était vraiment la base donc, d'un échec. Et ce qui a été fait, c'est que à partir de là, naît donc cette vocation, ce besoin de contribuer à cette question d'employabilité. Pour dire la vérité, le poste que j'avais n'était pas mal, honnêtement. Parce que c'était, non seulement vous étiez, voilà quoi, vous pouvez distribuer des terrains, au secrétariat, donc de ceux qui distribuent des parcelles. Ça, c'est, voilà, toujours des gens qui font ça. Mais le conservateur des hypothèques était comme, donc, on va dire, donc, comme un notaire de l'État. Il a des émoluments et qu'il est payé en plus. Il y avait des ristournes en plus du salaire. Donc, c'était très bon poste. Pour ça, quand j'ai décidé de quitter, beaucoup, il y a des gens qui ont dit que bon, il est devenu fou, quoi, mais que ses ennemis l'ont eu. Bon, mais quelque part, c'était vraiment cette expérience-là qui était la fondation qui agissait, qui me demandait vraiment de partir, de partir. Et effectivement, je suis parti avec donc une conviction claire que bon, peut-être un bac plus, un bureau d'expertise peut aider à résoudre ça. Et donc, une fois créé, bon, on a avancé. Bon, quand j'étais les consultants indépendants voulaient que je vienne dans leur association, mais ce n'était pas possible parce que moi, j'étais venu pour créer des emplois. Donc, bon, en fait, donc, on a créé des emplois, des centaines de milliers, etc. Toujours est-il qu'on est arrivé donc à un moment où on a vu qu'il y avait une limite dans la création d'emplois. Il fallait plutôt rechercher des systèmes. Et c'est la recherche donc, de ces systèmes-là qui a véritablement été la fondation de ce travail donc, qui a
que nous avons aujourd'hui, qui, nous pensons, peut aider les jeunes à trouver des solutions d'employabilité. Donc, avec besoin d'innovation profonde. Et donc, voilà, on a sacrifié donc, un modèle qui fonctionne pour donc rechercher une solution plus systémique. Voilà ce qui se passe. On se retrouve concrètement, donc, et ça, j'aimerais bien pouvoir insister avec vous, hein, ce volet-là. Finalement, on se retrouve avec, on va dire, ce qu'on peut appeler en réalité une mission de vie qui se précise. Et il s'agirait donc de contribuer durablement à la création d'emplois, accompagner l'insertion des jeunes autrement et agir sur les causes, pas seulement les effets. Ça, donc, la mission de vie a été plus forte. Donc, modestement, je pense que j'ai aujourd'hui ma mission de vie. Quel que soit ce que je vais faire par ailleurs, je me sentirai dirigé sur cette mission-là, parce que, bon, voilà quoi, ce qui me semble avoir été utile, qui aujourd'hui semble être un grand besoin, sur lequel je veux dédier ma vie. Voilà. Que je puisse poursuivre ma part, en espérant qu'après moi, d'autres vont prendre aussi la relève et puis avancer les choses. Pour que un jour, on puisse, à l'instar du système éducatif, que tout le monde peut avoir, dire que bon, le système donc d'employabilité solide existe et que chaque personne, chaque jeune peut l'avoir et mettre en œuvre après ses diplômes, la pendant ses etc. Parce que finalement, c'est ça qui manque. Donc ça, c'est cette mission donc, de vie donc, que je me suis, qui a permis donc vraiment donc l'idée donc une idée centrale, c'est de démocratiser donc l'employabilité. Comme donc les autres innovations donc comme les innovations donc ont été démocratisées, donc comme par exemple l'accès du savoir, par exemple l'accès par exemple aux ordinateurs portables avec donc les Steve Jobs, l'accès au savoir avec les Google, l'accès à la technologie, l'accès aussi l'accès à l'intelligence artificielle, etc. Comment on peut travailler aujourd'hui, avoir donc un accès donc à l'employabilité des jeunes, faire en sorte donc que chaque jeune puisse véritablement donc, s'il veut le programme d'employabilité, l'avoir à sa portée et selon ses moyens. Ce sont ces travaux-là que le professeur Sami, centre de programme de Tunis, accompagné pour qu'on puisse donc structurer tout ça donc, dans le format donc, d'un programme. Donc, un programme de référence d'employabilité. Voilà. Donc, au niveau donc, de ce changement, donc, c'est ce qu'on peut retenir, donc, c'est qu'il y a vraiment une outil donc, pour, on peut sur la base des difficultés vécues dans la vie, on peut identifier donc une mission de vie. Et les échecs là peuvent aussi devenir des forces. Ça peut devenir des trajectoires qui peuvent donc vraiment produire des impacts. C'est ce que je voulais dire par rapport donc, à ce changement, ce troisième changement, qui est donc véritablement donc, de regarder la possibilité, de difficulté pour chacun organiser sa mission de vie et réussir, on va dire, à résoudre, en tout cas à contribuer à la résolution donc, des problèmes dont le monde en a besoin. Voilà. Donc ça, c'est un peu intéressant donc, pour dire que, bon, on va donc ici d'une compréhension donc, de dire que un marché de l'emploi qui est en déficit, l'échec qui peut devenir un levier, une trajectoire de mission qui peut se dessiner à partir des problèmes vécus et
Maintenant, tout ceci donc prépare donc à peut-être qu'on regarde est-ce qu'il peut y avoir une solution donc qui peut aider à la problématique donc de l'emploi. À ce niveau, donc, nous passons donc rapidement donc, au changement de décision 4 là. Et là, on dit, bon, si on veut faire évoluer les choses aujourd'hui, qui l'État, puisque nous avons, comme on a vu, un gros déficit, quand même, c'est 780 millions, 78 millions de besoins d'emploi par an. Au Burkina, bon, on a vu aussi la situation, 77% de chance. Pour avancer, il est bon, tout ce que nous nous proposons, c'est de s'inscrire donc dans un parcours structuré d'autonomie d'insertion. C'est-à-dire que il faut essayer d'avoir vraiment un programme qui est capable aujourd'hui donc de résoudre ce problème-là, de résoudre ce problème d'insertion. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, mais nous avons une proposition. Après donc 10 ans de travaux, donc agir, accompagnement global à l'insertion rapide, avec donc le système donc, de pourri de l'emploi, qui est véritablement une approche systémique donc, de l'employabilité. C'est-à-dire que on met le système de poulies qui était là réservé donc pour faciliter l'errement des poids, essayer de voir si, comment on peut le transposer dans l'écosystème du chômage, donc qui peut donc, faciliter l'insertion des jeunes. C'est ce travail-là qui a été fait et qui, aujourd'hui, nous pensons donc, devrait pouvoir aider la problématique donc, de l'insertion. C'est-à-dire que c'est un programme donc, qui va dire, donc, lutter contre l'attente prolongée donc, après le concours. Parce que si vous n'avez pas eu le concours, vous pouvez tout de suite commencer ce programme. Vous êtes souvent dans une situation où vous n'avez pas une l'absence de stratégie alternative, parce que vous n'avez pas donc de concours. Hein, on peut vous mettre donc à disposition de ce programme. J'ai découragé ou perdu le temps, j'avais ce programme. Les compétences donc peu valorisées, on a ce programme. Donc agir, donc vraiment, notre vision, c'est qu'il va répondre à un vif stratégique qui, bon, vraiment qui va donc pallier que donc, si vous voulez, donc on manque d'efforts. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, voilà quoi, ce n'est pas, il faut clarifier, ce n'est pas un remplacement donc, de concours, ce n'est pas une promesse ferme d'emploi, ce n'est pas aussi une solution magique, c'est un outil donc, de responsabilisation. C'est vrai qu'on accompagne, la vocation, c'est-à-dire c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs donc, de création d'emploi avec un système d'aide à leur programme. Bon, c'est vrai aussi que Agir lui-même, tant que programme, peut contribuer à la création d'emplois, mais on se met en position vraiment d'accompagner. Donc, c'est une approche donc, structurée de l'employabilité sur le plan donc, vraiment global, donc c'est les compétences, postures, stratégies, etc., insertion. Le global, là, c'est-à-dire qu'il faut prendre un peu tous les systèmes de leviers des poulies. À chaque levier correspond disons, un groupe d'éléments d'employabilité qu'il faut actionner. C'est ça qui est intéressant. Alors, donc, concrètement, quels sont un peu quelques éléments liés à ça? Donc, ce que fait la différence, c'est quoi? Que vous comprendre donc sa situation réelle, identifier donc les capacités et les leviers, développer les compétences utiles, se positionner sur donc des opportunités concrètes, agir pendant l'attente. Les personnes, certains nombre d'autonomie. Mais comme je disais, agir intervient, accompagne les autres acteurs aussi. Si vous êtes expert, vous voulez développer une nouvelle expertise, je pense que vous avez agir une expertise que vous pouvez développer, c'est quand même 10 ans de travaux. Euh, si vous êtes opérateur économique, vous avez prévu des systèmes pour de promotion rémunérée ou pour même investir pour acheter des programmes éventuellement de vente. Vous êtes un établissement d'enseignement et ça, c'est vraiment
aujourd'hui un outil que nous demandons donc à l'ensemble des établissements donc, de pouvoir intégrer pour en faire un outil donc d'aide à l'insertion de leurs étudiants. Parce que c'est vrai que problématique donc des chercheurs aériens, agir vient accompagner. Non? Les institutions en charge d'insertion sont, voilà, sont vraiment. Les résultats sont là, malheureusement souvent très faibles. Et agir peut accompagner donc améliorer voilà un peu les produits. Résultat, donc actuellement, bon, on a fait on va dire, une expérience pilote avec, l'Agence universelle de la francophonie. Et il y a eu quand même des résultats assez intéressants. Présente le programme comme un programme qui a une capacité donc vraiment d'aide à l'employabilité. On a eu près de 90% de ceux qui ont été formés sur de la classe passive, qui ont accepté que l'employabilité était leur responsabilité désormais. Mais l'éligibilité donc des projets professionnels, il y a eu sur 156 qui ont jusqu'à 156, sur 200, il y a 156 qui ont sorti leur métier, leur projet. Par la suite, il y a eu ceux qui ont terminé donc, la formation, qui ont été reconnus comme des experts, environ 110. Et il y a 74 déjà qui ont été insérés, qui encore que la formation n'a pas été totalement terminée, parce qu'il y a une phase importante qui n'a pas été faite. Donc, les résultats observés disent clairement que bon, le programme est un programme qui a effectivement une capacité. Ensuite, on veut en faire donc quelque chose donc, qui est accessible et progressif, orienté action par théorie, adapté aux réalités locales, déployable donc à grande échelle, fondé sur le terrain donc la recherche, démocratiser donc l'emploi. Donc chacun peut avancer à son rythme avec un programme complet, un groupe d'orientation et d'action, mise en action individuelle avec des accompagnements, des conditions préférentielles, des ressources exclusives, des orientations personnalisées. Donc nous disons qu'aujourd'hui, le vrai risque là, c'est vraiment de perdre quoi, de perdre 6 à 12 mois après les cours. Bien, voilà un peu ce que je voulais dire succinctement par rapport on va dire donc, aux changements. Premier changement donc vers l'employabilité. Je pense qu'il faut vraiment rappeler ça parce que c'est très important donc de changer le regard sur l'employabilité. Aussi bien sûr de marché que sur vous-même en tant que produit. Il ne faut pas aller, voilà, considérez-vous comme un produit donc de développement, donc un produit qu'on doit acheter. Donc, maintenant, donc, vous aurez donc un produit donc d'insertion qu'on peut acheter. Après, c'est l'échec. Après, c'est la victoire, le construire donc le programme. Après, c'est le programme lui-même. Alors, je voudrais m'arrêter ici, de mettre la parole à notre modératrice, parce que bon, on peut aller dans les parler des questions-réponses éventuellement, ou si vous avez des gens qui, voilà, qui veulent enrichir l'exposé. Mais auparavant, avec la permission donc de la modératrice, je voudrais quand même demander au professeur Samy s'il est encore avec nous, très honoré d'avoir son intervention, parce que je voudrais dire que il est extrêmement sollicité, un temps très, très limite, mais il a bien voulu soutenir cette conférence. Je voudrais vraiment vous remercier. Et si vous ne voulez pas, la modératrice ne va pas d'objection, je vais lui demander de prendre la parole pour dire que... Aucune objection. Merci. Professeur Samy, si vous êtes là, vous pouvez Je pense qu'il n'est pas là. la connecter. OK, très bien. Bon, donc, vous préparez la parole. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Niampa, pour cette intervention riche et éclairante. Nous avons parcouru ensemble des pistes concrètes
concret de changement de posture et des leviers essentiels pour construire une insertion professionnelle plus autonome et durable. Maintenant, nous ouvrons un temps d'échange car vos questions, vos expériences et vos préoccupations sont au cœur de cette réflexion. Et pour ce faire, sentez-vous libre de poser vos questions ou de les écrire dans le chat. Mais aussi, j'invite chacun de nous à respecter les uns et les autres avec courtoisie, tout en aussi levant la main si possible. Et c'est la phase des questions. La parole est donnée à tout le monde maintenant. Pas de questions? Peut-être, Alors, j'aime bien. Vous dites, monsieur? Monsieur, vous parlez? bon, disons que on va attendre d'avoir les questions. Sinon, bon, il y a des questions habituellement que les gens posent que je pourrais peut-être donner en attendant, quoi, s'ils veulent, ceux qui veulent intervenir par la suite. Sinon, bon, on a recensé quelques questions que les gens aiment poser parfois. Est-ce que je peux vous donner ça? Ça peut peut-être ouvrir. Alors, maintenant, c'est d'autres questions. C'est est-ce que Agir demande, par exemple, d'abandonner les fonds? Là, voilà. Là, la réponse est non. Les concours restent des voies, hein. Ce que nous voulons, c'est permettre simplement donc de construire une employabilité en parallèle, sans attendre facile. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent. Bon, maintenant, est-ce que Agir garantit un emploi? Bon, en tout cas, on va dire qu'un programme ne peut garantir vraiment un emploi. Agir augmente vraiment les chances d'insertion. En agissant sur ce qui dépend de vous, les compétences, la posture, la stratégie, les axes. C'est ça que nous disons. C'est pas, bon, maintenant, on a dit, dans le cadre donc, de nos formations en station, et que en station, c'est-à-dire au niveau des regroupements que nous voulons fonder, c'est-à-dire que faire à peu près donc, un groupe de 200 personnes pour former et sortir un peu les différents profils, les entrepreneurs, les experts, etc. Et dans ce cadre-là, en principe, on a, disons, balisé, donné un, on va dire, ce qu'on appelle donc des critères, quoi. On a fixé, par exemple, donc, en tout cas, des niveaux d'atteinte de succès qu'on voulait, ça va être avec 60% d'insertion au niveau donc, au niveau du programme Agile. Alors, maintenant, ça c'est par rapport donc à chose. Maintenant, est-ce que le programme est reconnu ou validé? C'est oui sur le fond, Agile donc s'appuie sur 30 ans d'expérience de terrain, hein, fait l'objet donc de travaux de thèse validés, qui est en train d'être validé comme programme de référence, peut-être que déjà validé. On attend vraiment la soutenance, hein, on attend donc des soutenances. Mais sa légitimité donc réduit aussi l'impact que nous avons eu. Avec la formation qu'on a eue là, bon, on peut en parler, il y a eu quand même des résultats qui sont là en termes donc, voilà, que nous présentons. Alors, maintenant, je ne sais pas encore ce que je veux, pas encore ce que je veux faire. Est-ce un problème? Bon, là aussi, c'est non. Agir est justement conçu pour aider à clarifier, se repositionner et avancer progressivement. Voilà. Ensuite, si je n'ai pas les moyens financiers, bon, en tout cas, pour dire qu'Agir est pensé aussi pour être aussi accessible. L'objectif de démocratiser l'employabilité, pas de créer barrière. Donc, en principe, chacun, en fonction de ses moyens, devrait pouvoir avoir le programme. Maintenant, il faut aussi dire que, comme dirait quelqu'un, le gratuit n'est pas forcément toujours la bonne porte d'apprentissage. C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup, mais en payant une formation, vous vous mettez en position de bien étudier puisque c'est du gratuit. Quelque part, quand ça sera démocratisé, autant quand même c'est bon que vous puissiez penser qu'il y aura quand même un minimum. Il faut
avoir. À qui s'adresse vraiment agir, hein, à celles ou ceux qui sont prêts à agir. Voilà. Si vous cherchez une solution magique, ou bien si vous acceptez de ne pas prendre votre part donc, de responsabilité, euh, il n'est pas vraiment pour vous. C'est vraiment pour ceux qui veulent prendre leur part de responsabilité. Bon, voilà, voilà un peu les questions que j'avais recensées, qu'on avait recensées. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir avec d'autres questions ou bien d'autres commentaires, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Nyampa, pour ces questions-réponses. La liste est toujours ouverte pour ceux qui ont des préoccupations ou bien voudraient faire des commentaires. Comme le dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même et moi, je commence par un commentaire pour simplement dire que je suis un produit pur du programme Agir qui a été vraiment bénéfique pour ma vie, pour ma carrière professionnelle et aussi pour mon insertion. Avec Agir plus, on agit toujours plus. Merci beaucoup, Monsieur Nyamba. Nous avons une question dans le chat et cette question vient de Monsieur, je ne sais pas si c'est Madame ou Monsieur, vous m'excuserez, Konaté, qui dit comment garantir que l'insertion soit durable dans un marché du travail aussi instable que le nôtre. Comment garantir l'insertion? Ok, Monsieur Konaté. Comment garantir que l'insertion soit durable dans un marché du travail aussi instable que le nôtre? Euh, Merci, M. Konaté, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, M. Konaté? Oui, il y en a qui veulent répondre à M. Konaté, c'est ouvert, hein. On n'a pas de main levée, non, apparemment, non. Bon, donc peut-être je peux donner mon point de vue. Euh, Comme ce qu'on a dit là, c'est difficile de faire des garanties. C'est difficile de faire des garanties. Sauf que il y a une réalité. Quel que soit, on n'a pas pu parler des IA hein, qui viennent aussi bouleverser tout le marché de l'emploi, hein. Mais quels que soient les avènements qui vont se faire, là, que ce soit les situations donc difficiles que nous avons là, que nous avons, les IA qui sont en train d'arriver là, euh, quand même la dimension de travail existera toujours dans le monde. Il y aura toujours un monde où il faut travailler. Maintenant, c'est comment on se positionne là qui est peut-être la grande question, quoi. La grande question. Euh, Sinon, actuellement, ce que nous savons, c'est que euh, la production d'emplois est faible. Comme on dit, c'est comme 420 millions hein, d'emplois pour les 10 ans à venir. Donc 42 millions par an hein, pour la production d'emplois. Et les besoins, 120, pas 120 millions par an. Donc il y a un grand besoin, un grand besoin.
toute la problématique, là, c'est comment créer euh, des produits qui peuvent combler ces besoins-là, en fait. Et si on arrive euh, à trouver des produits, parce que les hommes, quand même, seront toujours des consommateurs, hein. Si on arrive à trouver des produits qui peuvent combler ces besoins-là, bon, on peut avoir des marchés stables, quoi, des emplois stables, quoi. On peut avoir des emplois stables. Euh, je veux dire que la réponse claire, c'est que il y aura toujours des emplois stables, puisque le besoin d'emploi est une nécessité sociale. L'emploi existera. C'est comment chacun peut créer son emploi de façon stable, qui est la question. Et en principe, nous aidons à réfléchir sur ça. Pour créer un emploi stable, ce que nous disons, c'est qu'il faut comprendre la structure même des emplois. Et nous avons divisé cette structure-là en 5 à 6 grands groupes. Les entrepreneurs, les experts, les emplois latents, les emplois potentiels, les emplois planifiés, les emplois de confiance. On a structuré le monde de l'emploi et on demande à chacun d'aller là où il a la capacité pour agir. Si normalement vous suivez le processus, vous découvrez où vous êtes bon, vous devrez pouvoir avoir, en tout cas, à mon humble avis, dans ce système, donc un emploi stable. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent ajouter, hein, c'est ouvert. Non, je vous redonne la parole, Mme Chendebeo. Merci beaucoup, Monsieur Nyamba, pour votre contribution pour la réponse à cette question. J'ose espérer que Monsieur Konaté est convaincu de la réponse. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions et nous arrivons à la fin de cette webconférence, mais c'est certainement pas à la fin de la réflexion que chacun peut avoir ou bien de parcours de chacun. Ce soir, nous avons tous entendu les idées, des stratégies, des changements concrets et aussi nous avons suivi un témoignage authentique de notre présentateur sur lui-même, sur sa propre vie, son parcours. Et le plus important maintenant est qu'est-ce que nous allons faire? Comment ces 4 changements évoqués peuvent-ils mettre en application? Cela nous rappelle à chacun que nous avons tous un rôle actif à jouer, surtout dans la construction de notre avenir, soit professionnel ou personnel. Mais bien avant de conclure cette session, OK, il y a une dernière question. Allez-y, monsieur connecté, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi directement ouvrir le micro par lui. Ah, d'accord, merci. La question est la suivante, monsieur Nyamba. Beaucoup de jeunes craignent le chômage après une formation. Quelle assurance le programme Agir offre-t-il pour passer du statut formé à celui de réellement inséré? Beaucoup de jeunes craignent le chômage après une formation. Quelle assurance le programme Agir offre-t-il pour passer du statut de formé à celui de réellement inséré? Alors moi, je voudrais apporter ma petite contribution à cette question. Si vous vous rappelez, en introduction, j'ai bien dit que le diplôme est un point de départ, non pas une garantie.
alors que celui qui se fait former ou qui a suivi un programme particulier, à la fin, cette personne recevra une certification, soit de reconnaissance ou bien de participation ou bien un diplôme quelconque. Mais ce n'est pas ce qui fait l'insertion. Comme ce que M. Nyamba a si bien souligné dans sa présentation, nous avons vu que, d'une part, la responsabilité revient à l'individu lui-même, de sa propre insertion, de comment il perçoit les choses, le changement, surtout par exemple de l'échec à une responsabilité, de l'échec qui fait partie de la trajectoire humaine, même si souvent stigmatisé et perçu comme une honte. Également aussi, il y a aussi le fait de revoir sa mission de vie précise. Et comme il a dit tantôt, vous arrivez à identifier le type d'emploi auquel vous appartenez. Vous pouvez maintenant rechercher les opportunités. Et aussi dans son intervention, il a bien dit que au lieu de rechercher des opportunités, il faut aussi développer des valeurs d'employabilité. Et tout ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur soi-même. Comment on se présente surtout à la quête de son emploi ou bien quels sont les objectifs attendus long terme. J'aime dire souvent que le but recherché n'est pas seulement de remplir les poches ou d'avoir de l'argent, même si c'est vraiment important, surtout en employabilité, mais aussi c'est la durabilité de ce qu'on est en train de rechercher. Et moi, je pense que avec ce qu'il a donné comme description du programme, c'est passer de la dépendance à la responsabilité, parce que chacun est responsable ici de son travail, de son employabilité et de son insertion. Merci beaucoup. Monsieur Nyampa? Merci, je pense que vous avez dit vraiment des éléments fondamentaux hein, de ça. Bon, peut-être que pour ajouter, ce qu'on a fait, c'est que, comme je dis, bon, c'est difficile qu'une formation garantisse un emploi. De façon globale, euh, la formation est une formation, mais l'emploi aussi est, et surtout le fait que celui qui reçoit la formation. Parce que ça, c'est très important quand même. De noter ça. Quelqu'un a dit que l'expérience n'est pas ce que vous arrive, mais ce que vous faites de ce qui vous arrive. Donc, vous avez une même formation, deux, trois personnes, quatre, cinq, six, 10, mais tous, d'autres vont s'insérer, d'autres non. Donc, c'est ça, c'est très intéressant et très important de penser que que vous aussi, vous êtes une partie du système d'insertion. Ça, c'est ce que je voulais d'abord dire que il faut vraiment, c'est difficile de dire à 100% parce que une partie du système qui ne dépend pas de la formation, mais qui dépend de vous. C'est tout ça là qu'on est en train de dire justement que vous êtes un produit qu'il faut développer votre employabilité. Ça, c'est le premier élément. Bon, cela étant, les éléments d'agir, c'est que, en tout cas, ce n'est pas un programme qui a été fait dans un cadre universitaire où on crée un programme de formation. C'est un programme qui est né d'une mission de vie, qui a bénéficié de plus de 30 ans d'expérience et, et de nombreux sacrifices, de tests, et qui aujourd'hui est en train aussi d'être normé sur le plan scientifique comme un programme de référence. Bon.
tout ça semble indiquer que agir ne peut ne pas vous promettre, mais vous aurez tort de ne pas essayer d'agir si vous êtes dans un processus d'insertion. Parce que c'est quand même un programme qui a fait l'objet de réflexions, à mon avis, plus que les autres programmes. C'est quand même 30 ans. Et le système, le modèle qu'on est en train d'utiliser, c'est une première mondiale. Il n'y a pas eu de travaux au plan mondial qui ont normé, qui ont, disons donc, qui ont inspiré du modèle de Pouilly pour créer un programme d'emploi. C'est le premier programme qui fait ça ici. Il y a ça. C'est un programme qui a été implémenté avec des résultats que vous pouvez regarder. C'est un programme aussi qui a fait l'objet de témoignages que vous pouvez prendre. Moi, je vous suggère de copier dans le lien là, le lien des témoignages là, que vous pouvez regarder à tête reposée pour voir ce que Agir fait. Ça peut vous donner, quand c'est quelques témoignages, il y en a d'autres. Ça peut vous donner une idée donc de Agir. Donc la question n'est pas aujourd'hui de dire que tu veux faire quelque chose où je ne vais pas échouer. Si vous dites ça là, vous n'allez pas faire. Je veux faire quelque chose où je peux avoir de la chance. C'est tout. Si vous avez la chance, vous essayez. Ne partez pas avec donc un sentiment que vous devez forcément réussir. C'est difficile. En tout cas, nous nous présentons Agir comme pouvant vous donner cette chance, beaucoup de chances de réussite. Mais on ne va pas vous garantir que Agir va vous donner l'emploi, parce que l'emploi ne va pas dépendre aussi en grande partie de vous. Je ne sais pas si je répondais à la question de Kodafi. Mais c'est ce que je voulais dire sur ce point. D'accord, merci Monsieur Nyampa pour votre contribution. J'ose espérer que Voilà. Monsieur Donc, Konakri est satisfait. d'accord. Donc, si vous permettez, donc, je vais dire un mot avant de vous laisser conclure là sur un peu donc ce qu'on peut voir un résumé synthèse de ce qu'on peut retenir vraiment et qu'est-ce qu'il faut avoir là. Bon. Bon, donc, ce qu'on a vu ensemble, bon, elle a rappelé, hein, c'est que le marché de l'emploi a changé. L'échec n'est pas une faute, mais un signal. Une trajectoire peut devenir une mission et des solutions concrètes existent pour agir dès maintenant. Moi, je pense que ce sont les 4 points qu'il faut retenir après nos échanges. Le deuxième élément, c'est de comprendre que voilà, ça, c'est vraiment, ça répond aussi à la question de M. Konaté, là, que c'est quoi le vrai risque? Ce n'est pas l'échec au concours, ce n'est pas l'incertitude. Le vrai risque, c'est d'attendre sans stratégie. Et nous, aujourd'hui, on vous demandons de vous donner une stratégie, la stratégie agile. Si vous en avez de meilleures, c'est formidable. Mais si vous n'en avez pas de meilleures, elle est là à votre disposition. Cette stratégie-là qui a été pensée, qui a été mûrie, qui est en train d'être normée, qui a été normée, et qu'on met à votre disposition. Voilà, ça c'est un peu ça au moins on a réglé un problème que vous aviez, le manque de stratégie. Donc, ce qu'il faut donc retenir, donc, que vous ne pouvez pas contrôler le nombre de postes, par exemple, dans le concours, mais vous pouvez reprendre le contrôle de votre employabilité, même si vous y jouez pas. Donc, l'attente n'est pas une stratégie. C'est vraiment la stratégie, c'est plutôt l'action structurée. L'appel à l'action donc responsable, c'est-à-dire que quelque part, donc à l'issue donc, de cette conférence, il y a 3 choix là. Soit agir maintenant avec donc un accompagnement structuré et agir. Ensuite, poursuivre la réflexion de l'action collective donc dans des groupes dédiés. Passer à l'action par vous-même avec ce que vous avez appris. Vous pouvez décider d'agir vous-même. Vous pouvez aussi continuer de réfléchir dans le groupe, mais vous pouvez aussi
dire que vous allez prendre un programme agile. Toutes ces options-là sont respectables, hein. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est de ne pas rester immobile. Si vous restez immobile après la conférence, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous ne restez pas immobile. Vous pouvez donc continuer à soit poursuivre seul la réflexion, hein, de ce point de vue, voilà. Ça peut vous aider, hein, à réfléchir, à agir, à trouver votre emploi. Vous aussi allez dans des groupes de réflexion. Genre, par exemple, je pense que bientôt on va engager le programme dans le groupe d'employabilité, là, pour commencer donc les réflexions. Mais pour vous aussi aller plus loin, donc apprenez vraiment un programme agile. Alors, donc en conclusion de tout ça, là, donc, c'est de dire donc personne ne construira votre avenir professionnel à votre place. Mais personne aussi ne peut vous empêcher de le construire. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment intéressant. Bon, ensuite, si vous décidez d'agir donc avec méthode, responsabilité, préférence, donc, aujourd'hui, donc, c'est vraiment agir, puis accompagner. Ça, c'est si vraiment que je veux dire. Maintenant, je pense que ce soir, c'était une conférence pour vous présenter ces secrets-là. Nous vous invitons donc à nous retrouver donc, le 30 décembre pour voir comment agir, donc peu complètement vous accompagner et quelles sont éventuellement les conditions de ces accompagnements. Comme ça, on va vous détailler un peu tout le processus dans l'accompagnement, éventuellement les conditions qui peuvent être donc mises à votre disposition donc, pour vous accompagner. Voilà, c'est ce que je voulais dire en termes de conclusion et vous remercier pour votre attention. Mais avant de conclure, si vous me permettez, Madame la modérée, je voudrais vraiment remercier vraiment mes collaborateurs et participer à la mise en chantier de cette conférence-là. Moreno, Locodia, et surtout notre grande doctorante, Madame Bouma. Les deux étaient vraiment manettes pour que nous puissions gérer tous les dispositifs, donc de PowerPoint, de dispositifs en ligne, ce qui est web, là, les plateformes, ceux qui ont été là. Un grand merci à notre modératrice, donc, pour la médium, Kendra Biogo, à Chanta, qui intervient depuis la Namibie. Là-bas, il doit être 23 heures, donc c'est déjà tard. Et merci vraiment d'être resté avec nous jusqu'à une heure tardive, comme ça. Remercier l'ensemble des participants qui étaient là. Et, en tout cas, vous souhaitez le meilleur. Ceux qui sont venus pour l'emploi, peut-être vraiment un emploi, ceux qui sont venus pour, comme experts pour découvrir, nous avons beaucoup de chemin à faire ensemble. Ceux qui veulent en faire un outil d'opération ou bien qui veulent l'utiliser pour leurs écoles, voilà, sont vraiment à leur disposition. Dire que, bon, si vous permettez, donc, on va poursuivre le processus et probablement, donc, mardi prochain, on devrait pouvoir, donc, présenter mieux des produits et voir comment chacun peut s'insérer dans le processus d'agir pour se développer ou bien pour faire du business, pour trouver son travail et ses revenus. Voilà. Merci de votre attention et bon, je repasse donc la parole. M. Yougouari lève la main. Bon, Madame Nata, il y a quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas si vous voulez lui donner la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole. En tout cas, nous avons suivi avec intérêt ce que M. Nyampa a eu à nous donner. Donc, là où je suis, le réseau est un peu faible, mais en tout cas, je suis tellement heureux d'avoir rencontré encore aujourd'hui M. Nyampa parce qu'on s'est découvert depuis c'est 2024 avec l'AUF. Et vraiment, je le remercie pour ce qu'il fait pour vraiment la jeunesse parce qu'il donne vraiment son temps pour nous accompagner, pour nous encourager.
pour nous donner les outils nécessaires. Et vraiment, ça c'est encouragé. Et dans ses explications, on sent même qu'il a abandonné beaucoup de choses, qu'il s'est bataillé, qu'il a eu une vision envers nous. Et ça, en tout cas, nous sommes heureux vraiment de cheminer ensemble parce que on pense qu'on y arrivera parce que c'est une condition pour vraiment vivre dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre commentaire. Comme je l'ai bien dit tantôt, M. Nyamba est celui-là qui incarne beaucoup le changement, qui incarne surtout cette combativité dans la vie. Et ce soir, nous avons été honorés de l'avoir avec nous et aussi de bénéficier de cette riche présentation qu'il a faite. Je tiens à le remercier pour la qualité de son partage et ainsi aussi vous remercier vous toutes pour votre participation attentive et vos questions. J'ose espérer que cette conférence a donné non seulement des idées, mais surtout l'envie de passer à l'action dès maintenant et non pas attendre dans 6 mois ou dans 1 an, mais dès maintenant. C'était votre humble modératrice Natacha Wendiam. Comme monsieur le disait tantôt, je suis du côté de Malawi et non de Namibie. Et il est effectivement 23 heures ici. Suivez les salutations des Malawites. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Noël et une bonne et heureuse année 2026. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de grâce et de bonne santé surtout. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup pour le voir toutes et à tous. Et très bonne fête de Noël. Je pense qu'on va se voir peut-être, si tout va bien, peut-être avant le premier, là, peut-être le 30, si c'est possible. Bon, voilà, avant d'aller donc au nouvel an. Allez, merci Natacha, et puis bonne nuit à toi là-bas, et bonne suite de soirée à ceux du Burkina et puis aux autres. Au Merci plaisir. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Alors, voilà, bonsoir. Merci beaucoup. Bye Oh, bye. Capando, on ne vous a pas vu, c'est parti de cette lettre-là. Non, je vous en prie. Félicitations à vous. Merci, je vous en prie, M. Capando. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Ok. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont rien dit. Hein. Ibrahim Sinot n'a rien dit là. Non, non, je ne parle pas de tout. Capando, Barima Fatima, que vous n'avez pas parlé. Hein. Aruna Ouedraogo. Bon, Marcel Sama, bon, prochainement, vous intervenez, non? C'est ça? Ça va aller? Ok.
OK, merci pour votre participation. Et mardi prochain, Inch'Allah, et tout va bien. Allez, excellente soirée.